Bonjour, madame, mademoiselle, messieurs, je vous salue. Je suis Deo Akizimana. Deo Akizimana, fondateur du CIRID, le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Je voudrais me faire le plaisir de vous rendre compte du fait que nous avons organisé, c'est-à-dire notre organisation, nous avons organisé un séminaire international sur le roi Mwambutsa IV qui a dirigé le Burundi pendant 51 ans. Mwambutsa qui a fait l'actualité au Burundi depuis le mois d'avril dernier, le mois d'avril 2012, dans le contexte des célébrations du cinquantenaire de l'indépendance. Le gouvernement avait désiré rapatrier sa dépouille qui a été inhumé à Genève en 1977, année de sa mort. Mais le dossier a tourné au vinaigre parce que la justice suisse a bloqué la dépouille qui se trouve actuellement dans une pompe funèbre, dans une maison funéraire à Genève. Surtout que donc cette affaire commence à faire énormément de bruit. Je voudrais vous dire en somme que je me sens totalement concerné et surtout je sens le devoir civique de vous dire ce qui s'est passé pour que chacune et chacun puisse se faire une idée sur ce qui s'est dit et même sur ce qui ne s'est pas encore dit. Grosso modo, je voudrais vous dire donc ce séminaire avait un seul but. Le but, c'était d'amorcer une première tentative de communication sur ce dossier. Parce que depuis le mois de mai, avril-mai 2012, période à laquelle le dossier est né, le dossier a surtout défrayé la chronique suite aux démarches judiciaires entreprises par la princesse Kamatari, que je soutiens. Mais le temps n'avait pas été donné pour expliquer au public ce qui s'est réellement passé, ce qui s'est réellement dit, le problème qui s'est réellement posé. Et c'était le but du séminaire du 7 décembre, qui avait pour titre Le roi Mwambutsa IV, citoyen de Genève, avec un sous-titre qui voulait dire que le roi, en 2012, est considéré, selon ce qui s'est dit, comme une figure fédératrice du Burundi, plus de 35 ans après sa mort. Mais pour des générations qui n'ont jamais connu Mwambutsa, notamment les générations du Burundi, vous savez, ceux qui sont nés en 1977, quand il est mort, ils n'ont actuellement que 35 ans. Ceci pour dire que même les quarantenaires d'aujourd'hui ne savent pas grand-chose de ce roi, ne savent pas surtout parce que nous avons connu un système de pouvoir qui n'a pas privilégié la connaissance de l'histoire. L'histoire de Mwambutsa est tombée dans les non-dits de notre histoire noire et il va falloir qu'aujourd'hui on puisse passer par un dossier comme celui-ci pour alimenter votre curiosité. Je dis cela parce que le dossier a eu des retombées, évidemment. Mais il faut que je vous dise pourquoi nous devons en parler aujourd'hui. En parler aujourd'hui parce que le pays traverse un moment intéressant, mais qui est aussi un moment difficile. Intéressant parce qu'on parle de vérité et réconciliation. Or, parler de vérité et réconciliation dans le contexte burundais, c'est forcément revenir sur les drames qui ont jalonné notre pays, des drames jamais éclaircis. Et surtout, nous devons pour la première fois maintenant nous poser la question pourquoi depuis 2001, depuis qu'on parle de mise en place de commission vérité et réconciliation, cette commission n'a jamais vu le jour. Nous sommes à la veille de l'année 2013, nous savons, on nous a dit que cette commission aurait lieu en février de l'année prochaine. Or, cette commission est censée régler un nombre de questions considérables qui pourraient aider le Burundi à mieux vivre les échéances politiques de 2015.
mais j'ai le sentiment qu'il y a encore un très long chemin à parcourir. Il faut donc partir d'un sujet pour répondre à certaines questions. Et le dossier Mwambutsa, vous allez le constater, est un dossier excellemment bien placé pour aider les gens à comprendre. Maintenant, il faut, pour que vous compreniez toute la suite qui va passer, il faudrait qu'on vous parle de Mwambutsa. Moi-même, évidemment, je ne suis pas historien, je ne suis qu'un journaliste, je suis enseignant aussi, je suis un homme politique. Devant ce dossier, je me considère simplement comme quelqu'un qui touche à tout de manière encyclopédique, mais également quelqu'un qui est un témoin, un acteur de la vie burundaise. Je sais donc que Mwambutsa est né en 1912, qu'il a été intronisé en 1915, à 3 ans seulement, que durant sa minorité, que son âge mineur, le pouvoir a été exercé par un conseil de régence, que par la suite, quand il a commencé à prendre ses responsabilités, arrivé à l'âge de la majorité, c'était le moment où le Burundi entrait de plein pied dans la colonisation. La colonisation allemande venait de terminer, venait la colonisation belge, et puis se sont passées des années jusqu'à l'indépendance. Mwambutsa, c'est lui qui signe l'acte d'indépendance du Burundi, mais Mwambutsa, c'est aussi le premier à essuyer un premier coup dur, puisque son fils aîné, Louis Rwagasore, qui est le chef, fondateur du parti UPRONA, le vainqueur des élections législatives qui ont mené vers l'indépendance, a été assassiné avant même l'indépendance du 1er juillet 62. C'est le premier crime grave qu'affronte le Burundi des années 60 et qui va générer d'autres dégâts majeurs dans les années qui ont suivi. Effectivement, je vous ai dit que je touche à tout. Je ne suis pas historien, mais je suis quand même un acteur et un témoin. Nous avons tous compris qu'en 1966, son fils Charles Ndizeye, qui prit un nom royal de Tare V, a été intronisé contre, je dirais maintenant, les exigences de la coutume. Je crois que dans toutes les traditions dans le monde entier, un roi ne succède jamais à un autre de son vivant. Mais cela s'est passé au Burundi. Mais c'est un contexte assez délicat, assez difficile, assez complexe, qui a émergé durant ces quelques derniers mois où on a parlé de Mwambutsa. Ceci pour dire qu'on sait aujourd'hui que l'intronisation d'Ontare V s'est passée dans des circonstances très obscures où les trahisons à la cour ont succédé à des crimes d'État, puisque Ntare V lui-même a été assassiné plus tard, en 1972, mais à une période clé malheureusement, mais de manière noire, puisque le 28 avril 1972, c'est le début du génocide de cette époque. Moi, j'avais 18 ans à peine. Mais à 18 ans, on voit tout, on comprend tout. On peut par après faire des conclusions. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai passé des années durant, comme n'importe qui comme moi, à se demander pourquoi l'État du Burundi ne veut pas réouvrir cette page pour l'expliquer. Alors, c'est maintenant que le dossier Mwambutsa devient intéressant, parce que quand on a voulu rapatrier sa dépouille, il était dit officiellement qu'il s'agissait d'un geste posé pour consolider la politique, le processus de réconciliation, mais ce que beaucoup ignoraient, y compris moi-même, c'est que Mwambutsa avait laissé un testament. Il avait écrit un testament dans lequel il s'était opposé au retour de son corps au Burundi.
C'est ce testament qui a compliqué les choses, c'est l'existence de cet acte qui a compliqué les choses au mois de mai, lorsque le roi a été exhumé. Exhumé, j'allais dire, illégalement, parce que nous avons su que cette exhumation n'avait pas suivi toutes les procédures légales, mais surtout, c'est passé dans des circonstances politiques totalement floues. Vous ne pouvez pas rapatrier un corps comme celui-là de quelqu'un qui est mort dans un endroit. 35 ans après, vous venez, vous le prenez. Vous n'expliquez pas pourquoi pendant tout ce temps-là, personne n'avait jamais voulu savoir quoi que ce soit. Nous n'allons pas jusqu'à dire que le gouvernement actuel a des responsabilités majeures dans ce dossier. Non, la preuve c'est que c'est une jeune génération qui dirige, dont certains d'ailleurs n'ont pas connu le roi de son vivant. Mais c'est que le contexte est que nous avons eu le sentiment qu'on voulait cacher quelque chose ou qu'on voulait bâcler ce processus de réconciliation. Et c'est pourquoi nous sommes intervenus. Nous, ça veut dire tous ceux qui pensaient qu'il fallait qu'on nous explique d'abord avant de poursuivre le processus. Je souligne en passant que moi, Deo Hakizimana, au début, j'étais très très chaud, j'étais très partisan d'un processus de rapatriement de la dépouille de Mwambutsa. Mais quand j'ai découvert l'existence d'un testament et quand surtout je me suis rendu compte des gestes assez opaques qui accompagnaient ce processus, je peux m'expliquer d'ailleurs pour que vous compreniez. Je suis le premier, vers la fin avril de cette année, à avoir alerté les médias en disant mais nous avons un roi enterré à Genève, on va bientôt le rapatrier. Moi je pense que ça pourrait être une occasion de rassembler les Barundis autour d'un idéal d'unité, donc ça va être très bien, soyez attentifs à cet événement. Et je me suis permis d'aller trouver mon ambassadeur, notre ambassadeur qui représente le pays auprès des Nations Unies et auprès de la Suisse, qui a négocié tout le processus d'exhumation. Je suis allé lui dire que j'étais content d'entendre ça et j'ai sollicité très clairement, je l'ai fait parce que je pensais que c'était utile, j'ai dit que la communauté burundaise de Suisse avait droit de savoir, d'être invitée par exemple le jour où le corps serait embarqué sur un avion pour lui rendre un dernier hommage afin que nos compatriotes à Bujumbura puissent continuer à faire la même chose. Et nous pensions vraiment que ça pouvait nous marquer sur le plan citoyen, sur le plan politique. Le problème est que mon message n'a pas eu de suite. J'ai même interprété ça comme une espèce de mépris. Et ça, je n'ai pas toléré parce que je pensais que ce que je demandais était totalement appréciable, était totalement légitime. Et à un moment donné, j'apprends le 15 mai que le roi a été exhumé, que ça s'est fait franchement dans la plus grande clandestinité, enfin la plus grande discrétion, qui tranche avec l'aspect majeur qu'on voulait à l'événement. Et moi qui étais intéressé pour des tas de raisons, je le dirai brièvement tout à l'heure, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on le fait si vite, si discrètement, etc. Alors, je suis allé voir au cimetière, je me suis rendu compte effectivement que le roi venait d'être exhumé le même jour, mais j'ai aussi eu la chance de repérer l'endroit où le cercueil était déposé, chez Murit. Et bon, à partir de ce moment-là, c'est clair, j'avais déjà des liens avec un certain nombre de personnes qui s'intéressaient au dossier. Au premier rang de ces personnes, la princesse Kamatari. Et nous avons échangé avec elle de manière brève mais rapide sur cette opération si précipitée, qui posait plus de problèmes que ça n'apportait de solutions en matière de réconciliation. Alors moi, j'ai accepté de servir de pont
pour voir ce qu'il y avait à faire. Alors nous avons approché les autorités cantonales à Genève, les autorités de la Confédération à Berne. Plus tard, ces autorités nous ont suggéré qu'il fallait saisir la justice. La justice a été saisie aussitôt après. Il va falloir vous dire pourquoi cette affaire a eu des répercussions dans l'opinion publique, surtout au Burundi et même ici à Genève. Je crois que ces retombées sont à classer dans plusieurs catégories. D'abord, les premières retombées, c'était des retombées au niveau de sa propre famille, la famille royale qui a fait connaître les divergences autour de ce projet de rapatriement. Et la deuxième retombée, c'est une retombée très politique, c'est-à-dire nous qui connaissons les dessous de la situation burundaise, nous avons eu le sentiment que le processus de rapatriement tel qu'il avait été souhaité était entaché de beaucoup de non-dits, de beaucoup de manquements, si bien qu'à un moment donné, nous nous sommes posé la question, est-ce qu'on veut cacher des vérités en rapatriant le roi Mwambutsa sans habiller l'événement de toute l'architecture qu'il aurait fallu, puisqu'on parlait de lui rendre hommage, et puisqu'on disait que ce rapatriement servirait la cause de la réconciliation. Et le problème qui s'est posé, c'était de savoir si cette réconciliation était vraiment l'objectif, parce qu'à un moment donné, l'opération était menée dans la pure clandestinité, ce qui était totalement contraire à l'objectif visé. Maintenant que donc la justice s'en est mêlée, qu'un premier jugement est tombé le 8 août dernier, disant que personne n'avait plus le droit de déplacer la dépouille avant qu'une décision définitive soit connue, évidemment, il s'est posé énormément de questions. D'abord, côté du gouvernement, le gouvernement s'est senti, je pense, contrarié dans le projet qu'il avait, mais aussi, au sein de la famille, on a vu émerger deux camps, un camp qui était favorable au rapatriement de la dépouille dans les conditions qui étaient voulues par le gouvernement, et un autre camp qui est celui de la princesse Kamatari qui disait mais ça ne peut pas se passer comme ça, on doit d'abord expliquer, et pas seulement expliquer, on doit d'abord s'interroger. Je suis conscient que je suis en train de vous parler d'un problème complexe que moi-même je n'arrive pas à maîtriser totalement, mais je crois que grosso modo, il faut se poser une dernière question. Quel est le problème? Quel est le vrai problème? À mon avis, pour comprendre le problème, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé à quelques époques de l'histoire de notre roi, Mwambutsa, surtout l'époque qui voit la fin de son pouvoir en 1966. Parce qu'en 1966, il est à Genève, il était en train de se soigner, il était venu malade, et à un moment donné, les circonstances l'obligent à envisager son retour au mois de juin 1966. Mais les gens qui étaient en train de préparer son renversement lui ont fait peur au niveau du pouvoir central, et il y a des archives qui montrent très clairement que des dispositifs ont été mis sur pied pour l'obliger à rester à Genève, pendant qu'en même temps, des délégations discrètes s'organisaient depuis Bujumbura pour venir convaincre le jeune roi Ntare V à aller déposer son père, à aller prendre le pouvoir à l'insu de son père, contre la volonté de son père. Le premier acte du drame se joue là-bas, parce que le jeune Ntare V, au moment où il est attiré à Bujumbura pour ensuite être appelé prince royal, qui devient roi un mois et demi après, au mois de septembre 1966, il ne sait pas qu'il est en train d'être manipulé par des gens qui vont le renverser à peine 3 mois plus tard, en novembre 1966. Alors, ce qui est délicat, qu'il faut maintenant essayer de comprendre, c'est que parmi les gens qui ont renversé la monarchie,
le 28 novembre 1966. L'histoire va retenir 3 ou 4 noms de civils, les seuls civils qui étaient dans le secret du coup d'État que le capitaine Michombero a préparé avec l'état-major de l'armée. Et je vous ai dit que je suis un acteur et un témoin. Et le témoin que je suis est assez confus, assez gêné de remarquer qu'un nom parmi les 4 civils dont je suis en train de vous parler était dans le secret du coup d'État de 1966 et il figure parmi les gens qui sont activés pour rapatrier la dépouille de Mwambutsa. Moi, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, mais là, il y a quelque chose qu'il faut vérifier, qu'il faut craindre. Il faut essayer de savoir s'il n'y a pas un agenda caché derrière. Maintenant, il faut se poser une dernière question. Comment est-ce qu'on peut oser légitimement réhabiliter la mémoire de Mwambutsa sans faire la lumière sur tous les chapitres qui sont considérés comme pivots dans la décision qu'il a amenée en 1977, quelques semaines, quelques mois avant sa mort, pour écrire un testament notarié, retenez bien, dans lequel il dit « Je ne veux pas que mon corps soit rapatrié au Burundi ». Et dans le même testament, il prend une décision encore plus grave parce qu'il retire sa confiance dans les enfants qui lui restaient, dans ses proches parents, ses beaux-fils. Et les Burundais ne doivent pas oublier, ignorer que cela se passe en 1977, entre janvier et avril de cette année-là. C'est-à-dire quelques mois après le coup d'État du colonel Jean-Baptiste Bagaza, qui en fait a fait un coup de palais en remplaçant son cousin Michombero. Michombero qui est donc le putschiste de 1966, mais qui est surtout le responsable moral, pénal de ce que nous appelons le génocide de 1972, dont je suis moi rescapé. J'ai dit, je le redis maintenant, que pour cette raison, je ne pouvais pas ne pas soutenir une personne, la princesse Kamatari, qui dit on ne peut pas réhabiliter Mwambutsa sans expliquer ce qui s'est passé en 1972. Et les dirigeants actuels, que j'aime bien, doivent savoir que le Burundi ne peut pas se passer de faire la lumière sur un drame comme celui-là, parce que c'est un drame qui explique tous les autres drames qui ont suivi en 1988, en 1993. C'est pas pour rien que près de 20 ans après la mort du président Dadaye, le gouvernement n'arrive pas à faire la lumière sur les vrais assassins de ce président, le premier à être démocratiquement élu. C'est revenir à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que le gouvernement actuel, c'est un gouvernement issu des urnes, nous en convenons, mais j'ai le sentiment, moi, quand je parle avec des gens, quand j'agis en tant que fondateur d'une action, d'une organisation de dialogue, je sens qu'il y a une espèce de gouvernement parallèle qui détient la réalité du pouvoir, surtout le pouvoir d'État, le pouvoir d'État qui se joue en coulisses. Je sens qu'il y a une très haute complicité organisée dans les hautes sphères de l'État sous la pression d'anciens dignitaires qui ne veulent pas que la vérité que nous cherchons soit un jour dite. Or, je voudrais dire aux Burundais actuels que nous avons une chance que nous ne pouvons pas rater. Pourquoi ? C'est parce qu'aujourd'hui les Burundais demandent la vérité, pas pour se venger, ni même pour aller vers des procès en justice qui aboutissent à des condamnations à mort. Le Burundi a déjà annulé la peine de mort dans sa législation. Les Burundais veulent connaître la vérité pour savoir pourquoi ils doivent se pardonner. Ils veulent la vérité pour savoir à quel point
le phénomène Hutu-Tutsi, qui a été inventé de toutes pièces, et maintenant nous savons comment ça s'est passé, était une invention faite pour nous diviser afin de pouvoir nous soumettre à la domination que vous connaissez, je n'y reviens pas. Mais comme aujourd'hui nous ne pouvons plus toujours continuer à penser que c'est la colonisation qui a tout amené, qui est à l'origine de tout, etc. 50 ans après, nous devons savoir que nous sommes dans la maturité, nous devons démontrer que nous sommes capables de comprendre et de bien nous diriger. C'est pourquoi, à mon avis, il y a deux priorités que notre gouvernement actuel, je dis toujours notre gouvernement parce que c'est lui qui dirige, il a intérêt à laisser les langues se délier sur son point. C'est ce que je disais tout le temps lorsque le dossier Mwambutsa, l'affaire Mwambutsa a éclaté au mois d'avril-mai à Genève. Je l'ai dit aux journalistes que j'ai accompagnés au cimetière à Mérin. Ils sont allés filmer le cimetière. J'ai dit, il faut qu'on laisse les langues se délier. Et si cela se passe, le processus de réconciliation qu'on veut consolider aura lieu effectivement. Deuxièmement, je crois que le gouvernement est le premier à prendre cette responsabilité de laisser les langues se délier. Si demain, j'ai le sentiment qu'à Bujumbura, on me considère comme un ennemi parce que j'ai appuyé, j'ai aidé la princesse Kamatari à se battre pour la mémoire de son oncle, ce que j'assume totalement encore maintenant. Mais si j'apprends que des gens me considèrent comme un ennemi, alors ils n'auront rien compris. Moi, je suis plutôt en train de les aider. Les aider à se débarrasser d'une page noire sur laquelle on ne peut pas faire table rase. Dans tout ça, ma motivation, c'est une motivation que je pourrais considérer à 3 points. Sur un premier plan, ce sont des motivations personnelles. À titre personnel, effectivement, j'ai un parcours. J'ai un parcours qui fait que, étant originaire d'une région qui était très monarchiste, et je crois que ce n'est pas mauvais de le dire et de le reconnaître, ma région de Moravia, tout ce qui a trait à l'histoire de la monarchie nous concerne, surtout que sur le plan politique, c'est la deuxième motivation. Sur le plan politique, moi personnellement, j'ai subi des persécutions énormes, allant de la prison à la torture, maintenant à l'exil, à cause justement des liens ethniques et régionaux que j'ai eus avec la monarchie. Alors l'autre lien, l'autre motivation, c'est une motivation professionnelle. Moi, j'ai créé une organisation de dialogue et j'ai été convaincu, en regardant le dossier Mwambutsa, que ce dossier-là était un cadeau pour le Burundi actuel, un cadeau qui permettrait au pays de saisir l'opportunité d'amorcer un pas vers la vérité et réconciliation. Mais les tentatives, les cachettes qui ont accompagné le processus de cette exhumation trahissaient cet objectif-là. Et moi, en cette double qualité d'acteur et témoin personnellement concerné, et puis politiquement intéressé, et enfin professionnellement engagé parce que j'ai créé une organisation de dialogue, j'ai dit, il faut qu'on règle ces questions par le dialogue. Je sais que dans un premier temps, nous n'avons pas été entendus, peut-être jusqu'à l'heure actuelle, sauf qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que le gouvernement a pris la mesure de l'importance de la problématique qui est posée aujourd'hui. Le gouvernement ne peut plus, comme j'en ai eu l'impression ces derniers temps, faire comme si le problème ne le concernait pas, alors que, en quelque sorte, il est quand même l'architecte principal de cette opération ratée. Donc le gouvernement est en train de comprendre, à mon avis, qu'il y a là une problématique majeure qui est en train de se jouer à Genève. D'accord, il s'agit d'une histoire de famille qui se joue en justice
à Genève, mais cette histoire de famille a également des retombées politiques majeures au Burundi. Au-delà du Burundi, le séminaire dont je vous parlais, que nous avons organisé le 5 décembre, nous a démontré que c'est un dossier qui intéresse l'Afrique, qui intéresse les Africains, qui intéresse tous ceux qui sont soucieux de ce qu'on pourrait appeler ici la dignité de l'Afrique. Mwambutsa était un roi, était un chef d'État. On ne peut pas l'exhumer comme monsieur tout le monde. On ne peut pas non plus le rapatrier sans d'abord expliquer les nombreux que sa dépouille a passé sans susciter aucune question parmi les dirigeants. Nous savons maintenant, et c'est ça qui est majeur, que dans les craintes que nous formulions, il y avait des tentatives de museler la vérité, alors que nous avons besoin de la vérité aujourd'hui pour nous réconcilier au Burundi. Moi, ce que je veux dire au final, maintenant, j'aimerais que ce dossier soit une interpellation pour tout le monde, à commencer par le gouvernement. Le gouvernement ne doit pas considérer la démarche de tous ceux qui se sont impliqués dans cette problématique comme des ennemis. Non, c'est peut-être même des gens qu'il faut féliciter parce que cela va aider le gouvernement à gérer le dossier et surtout à éliminer les obstacles qui sont à l'origine de tout ce qui s'est passé. Au premier chapitre des obstacles se trouve le fait que moi, quand j'analyse comment fonctionne mon pays, je me rends compte qu'il y a un gouvernement officiel issu d'une élection démocratiquement acceptée, légitimement acceptée, mais qu'à côté, il y a une sorte de gouvernement constitué des gens qui n'ont pas envie que la vérité sorte, que la vérité sur les graves crimes que nous avons traversés. Les graves crimes qui sont à l'origine de cette demande express formulée unanimement par les politiciens qui ont signé l'accord d'août 2000 à Arusha et qui ont demandé qu'un jour, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les mécanismes de justice transitionnelle, comprenant en particulier la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. Quand je regarde donc ce que représente Mwambutsa dans l'histoire, il aurait aujourd'hui, en 2012, 100 ans, le roi Mwambutsa. Et les années qu'on veut surtout éclaircir, ce sont les 50 dernières années. Et parmi les 50, sur les 50 dernières années, Mwambutsa a marqué cette histoire, ne fût-ce qu'en signant l'indépendance, en voyant disparaître la plupart des hommes forts en qui il avait confiance et qui ont été lâchement assassinés par des personnes qui jusqu'ici n'ont pas tous été identifiés et punis. Le premier d'entre eux, évidemment, c'est le président Louis Rwagasore. Il y a eu un procès, 2 procès, mais j'entends des voix aujourd'hui qui disent qu'il faudrait qu'on aille plus loin, qu'on ne se contente pas seulement de juger les exécutants du complot d'assassinat, mais qu'on aille plus loin pour savoir qui sont les commanditaires de cet assassinat. Plus tard, on a assassiné son frère unique, Kamatari, le père d'Esther Kamatari. Et plus tard encore, il y a eu les massacres innommables dont on entend surtout parler quand on fait l'histoire du Burundi. Et moi, je suis à Genève pour avoir eu pas mal de documents d'histoire justement sur cette page noire inconnue dans lesquels où quelqu'un comme Mwambutsa disait mais ce qui s'est passé en 1966, l'année de son renversement, c'était une des étapes qui conduirait le Burundi vers la catastrophe de 72 en particulier. Et moi, je me considère comme un rescapé du génocide de 72. Quand la princesse Esther Kamatari dit qu'on ne peut pas légitimement vouloir réhabiliter la mémoire de Mwambutsa sans d'abord expliquer les circonstances dans lesquelles son fils a été assassiné le jour du début du génocide, je me sens totalement concerné et c'est pourquoi j'appuie sa démarche à 100%, je dirais même à 150%. Maintenant,
En tant que fondateur d'une organisation de dialogue, je suis conscient que la justice suisse va évidemment faire son travail. Nous devons la laisser faire ce travail-là. Donc, pour l'instant, nous ne savons pas ce qui va se décider. Mais je sais tout de même qu'au-delà des décisions judiciaires, les Burundais auront besoin d'explications. Le gouvernement aura besoin d'expliquer au peuple pourquoi son projet de rapatriement de la dépouille Mwambutsa ne s'est pas déroulé dans les circonstances qu'il avait souhaitées. Et même si le roi a été réinhumé à Genève, il faudra encore expliquer pourquoi il y avait un testament et pourquoi ce testament n'avait pas été pris en considération alors qu'on le connaissait. Moi, je ne le connaissais pas, mais je suis sûr que parmi les initiateurs de ce rapatriement, il y en avait qui savaient. Maintenant, je suis conscient que tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment encyclopédique. Vous ne vous y retrouvez sûrement pas parce que le problème est complexe. Le problème peut être raconté pendant des heures et des heures. Et dans le séminaire que nous avons organisé le 7 décembre, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu un premier avantage. Le premier avantage, c'est que nous avons fait un pas pour démontrer que les familles qui ne se sont pas entendues sur le projet de rapatriement peuvent quand même dialoguer en tant que famille. Ensuite, permettre aux autres Burundais de se saisir du débat, de se saisir de ce dialogue pour aplanir leurs divergences, toujours dans le cadre du processus de vérité et réconciliation. Et le gouvernement de mon pays doit être heureux à cause de ça. Ça va l'aider, à condition évidemment qu'ils prennent la mesure des enjeux qui sont en train de se jouer. Maintenant, je vais vous laisser suivre les débats, le dialogue qui a eu lieu le 7 décembre pour concilier ma casquette de soutien à la princesse Kamatari ainsi que ma casquette de fondateur d'une organisation de dialogue. J'avais fait appel à des personnalités africaines très respectées ici à Genève qui m'ont aidé à modérer le débat. Et la conclusion qui en est sortie, je ne voudrais pas anticiper, vous allez vous-même la voir, vous allez surtout vous-même tirer des conclusions. Moi, je ne peux pas tirer des conclusions. La seule chose que je sais, c'est que le séminaire que nous avons organisé a été un pas vers un processus qui peut s'avérer long, mais qui est l'unique solution à envisager sur un thème aussi complexe. Maintenant, je voudrais assurer toutes les personnes qui me regardent, qui m'écoutent, que je suis fondateur d'une organisation de dialogue et ce n'est pas la première fois que le CIRID agit pour aider le Burundi. J'ai souvent parlé du gouvernement actuel. Les membres de ce gouvernement savent qu'en 2003-2004, pendant que certains étaient encore au stade de mouvement sortant de la rébellion, moi je les ai aidés à dialoguer avec la communauté internationale, à profiler leur image en tant que mouvement sortant de la rébellion et entrant dans un gouvernement. Je vois des personnalités phares encore maintenant qui ont bénéficié des initiatives que j'ai prises sur le plan humanitaire. J'ai toujours d'ailleurs désiré donner une contribution comme je pouvais. En 1996 par exemple, je me suis fait harakiri, j'ai démissionné de toutes mes fonctions. J'étais diplomate à Bruxelles, j'ai démissionné pour fonder cette organisation et pour commencer un travail de formation qui aide mes compatriotes à accepter de négocier une solution pour le problème de notre pays en 1996. Déjà, je l'ai fait et je sais que certains des gestes que nous avons posés en tant que CIRID ont amené le Burundi vers
la signature des accords d'Arusha, mais ce n'est pas à moi de le dire. J'aimerais que d'autres le fassent à ma place pour des raisons de politesse. Je ne peux pas parler de moi-même. D'autres pourront peut-être l'écrire, le dire et l'expliquer mieux. Nous avons toujours voulu travailler, voulu aider. Donc, le CIRID n'en est pas à sa première action. Il veut aussi, le CIRID, continuer si les opportunités se présentent. Si dans ce dossier, dans cette affaire Mwambutsa, les partis en présence décident de continuer à dialoguer, le CIRID est prêt à offrir son expertise. Et nous en avons, parce que d'abord nous connaissons les gens, nous connaissons les institutions et nous connaissons l'histoire. Maintenant, je vais terminer en remerciant les personnes qui m'ont rejoint dans le séminaire du 7 décembre, en commençant par remercier évidemment le sage Jean-Martin Tchapchet. Il est camerounais, c'est un ancien fonctionnaire du BIT, il est écrivain, qui a fait le modérateur et je sais que son travail a été unanimement apprécié par les personnes qui étaient présentes. Et je souligne que l'organisation est parvenue à mettre ensemble autour d'une même table le même jour les protagonistes du dossier. Seul le gouvernement avait fait la chaise vide, mais je crois j'ai eu plus tard des signaux qui me montrent que la décision de faire une chaise vide n'était pas forcément la meilleure chose, parce que j'ai eu des approches, des signaux positifs qui sont venus malheureusement tard, mais que j'accueille généreusement. Alors, je remercie également les orateurs, évidemment, qui ont pris la parole et qui ont permis d'enrichir ce débat qui est, pour moi, vous le verrez en regardant les documents qui vont suivre, qui ont donné au séminaire une dimension africaine et internationale indéniable. Internationale, effectivement, parce qu'on n'avait pas seulement des Burundais, ni seulement des Rwandais, des Congolais, mais on avait aussi des Sénégalais, des gens venant de plusieurs pays, y compris en Europe. Et ils étaient de professions différentes. Chacun a amené son expertise et c'est ça qui était la force du séminaire. Et je remercie aussi mon équipe, en particulier celle des 4 stagiaires qui ont offert leur temps au CIRID depuis 3 mois et qui ont fait un excellent travail. Ça me donne même l'occasion de souligner, de dire très concrètement que l'idée d'organiser un séminaire est venue de mon équipe de collaboratrices qui ont dit un jour qu'elles avaient envie d'en savoir plus sur l'affaire Mwambutsa. Parce qu'au fur et à mesure qu'elles ont traversé des filles, qu'elles ont travaillé avec moi, elles se sont rendues compte que cette affaire-là était une affaire très importante et très intéressante, mais qui était difficile à cerner. Et c'est elles qui ont pris la responsabilité de tout organiser. Moi, je n'ai offert que l'habillage intellectuel, politique, artistique, etc. Mais vraiment, l'organisation elle-même du séminaire, ce sont ces collaboratrices que je tiens à remercier ici. Merci.